Chers abonnés du Centre médiatique moderne des Comores, assalamu alaikum. Dans l'entretien du jour, nous avons comme invité Saïd Hamada, qui est un homme politique franco-comorien. Saïd Hamada est député de la République En Marche de la 7e circonscription des Bouches-du-Rhône depuis 2017 et porte-parole du groupe LRM depuis 2019. Je précise aussi que Saïd Hamada est le premier franco-comorien à occuper un tel poste politique en France. Bonjour Monsieur Saïd Hamada. Bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien. Monsieur Saïd Hamada, tout d'abord, j'aimerais savoir l'effet que ça fait d'être le premier Comorien à représenter tout un peuple à l'Assemblée française. Mais écoutez, c'est la question qu'on m'a posée, pour tout vous dire, 5 minutes ou 10 minutes après avoir été élu en 2017, parce que j'allais sur un plateau télé et j'avais des journalistes avec moi. Et ma réponse a été la suivante, et je dirais la même chose aujourd'hui, c'est que vous sentez énormément de pression sur vos épaules. C'est-à-dire que c'est évidemment beaucoup de joie parce que c'est une première et je m'étais battu pour ça, mais c'est aussi la sensation et vraiment le sentiment d'avoir une obligation de résultat. C'est-à-dire que j'ai pas droit à l'erreur, si vous voulez. Et comme vous disiez, justement parce que je suis le premier député noir de Marseille, premier député d'origine comorienne, ce que je fais est scruté, et je le sais, par énormément de personnes. Et donc je me dois de réussir. Voilà, c'est un peu ce que j'ai ressenti lorsque j'ai été élu et que je ressens encore aujourd'hui. Est-ce que lors de vos campagnes, est-ce que vous avez ressenti l'engouement, ou sinon je dirais l'appui de la communauté comorienne ou africaine? Oui, évidemment. La communauté comorienne est extrêmement importante à Marseille. C'est la première communauté noire de la ville. Ce sont des Français qui sont très bien intégrés, très respectueux des lois, même si évidemment depuis quelques années on voit se développer une délinquance chez certains jeunes. Ça reste une minorité, puisqu'on est plus de 80 000, presque 100 000 uniquement à Marseille. Donc c'est énormément de personnes qui ont beaucoup fait pour que justement les jeunes et les moins jeunes puissent s'intégrer et travailler dans de bonnes conditions. Et pendant la campagne, pas beaucoup de monde croyait que je pouvais être élu, mais les Comoriens ont été les premiers à le croire. Et donc je les en remercie. C'est aussi grâce à eux, pas que grâce à eux, mais aussi grâce à eux que j'ai été élu. Et c'est vrai que c'est pour les Comoriens partout dans le monde une fierté. C'est ce qu'ils me disent. C'est parce que c'est pas ce que je ressens ou que j'interprète, mais ils me le disent. Ils me le disent quand je suis à Moroni, ils me le disent quand je suis à Tidjé, mon village d'origine. On me le dit aussi à Paris, à Marseille, à Lyon, à Dunkerque. À chaque fois que je vois un Français d'origine comorienne ou un Africain de manière générale, parce qu'il y a aussi cette fierté vis-à-vis des Africains, parce que je le répète, je suis le premier noir à avoir été élu à Marseille député. On sent, oui, une vraie fierté. Et ce qui m'intéresse, si vous voulez, parce que moi, être, j'allais dire, une icône ou une idole, c'est pas vraiment mon truc, mais c'est de constater que ça suscite un engouement, y compris chez les très jeunes, qui se disent finalement c'est possible. Parce qu'ils voient quelqu'un qui a un député qui a le même nom qu'eux, qui est passé par les mêmes étapes qu'eux, qui a grandi dans les mêmes quartiers qu'eux, et se disent si lui y est arrivé, pourquoi pas moi? Et donc si ça peut créer cette émulation, honnêtement je serais le premier avis, parce que je pense que beaucoup de Français d'origine comorienne pourraient aussi accéder à des responsabilités. Et vous, à la place que vous êtes, qu'est-ce que vous avez pu apporter pour cette communauté-là? Vous savez, les Comoriens à Marseille sont d'abord des Français, qui ont des besoins qui ressemblent beaucoup aux besoins des autres Français. Et quand vous êtes député, même si vous êtes élu sur un territoire, en fait vous êtes député de la nation, et vous représentez tous les Français où qu'ils soient en France et même dans le monde d'ailleurs. Et donc moi mon rôle, si vous voulez, c'est de faire remonter les préoccupations locales au national, pour qu'au niveau national on arrive à régler les difficultés qu'on a au niveau local. Je vais prendre un exemple, et après je parlerai plus particulièrement de la communauté comorienne. Mais lorsque vous avez un président de la République, Emmanuel Macron, qui vient à Marseille, il est venu récemment, dire qu'il va mettre plusieurs milliards d'euros pour aider les écoles de Marseille, pour aider en matière de transport, etc. Évidemment, c'est pas un hasard. S'il a choisi Marseille, c'est pas parce qu'il aime l'OM, c'est parce que déjà à Marseille, il y a des difficultés. Mais s'il vient à Marseille, notamment dans mon territoire, c'est parce que depuis 4 ans, je fais un lobby pour que les instances nationales s'intéressent à Marseille, les sensibiliser sur ce qui se passe à Marseille. Et le résultat, c'est le président de la République qui vient et qui met de l'argent pour aider les Marseillais. Et vis-à-vis de la communauté comorienne,
évidemment, l'enjeu c'est de faire en sorte que on n'ait pas les discriminations que moi j'ai pu subir quand j'étais jeune. Et faire en sorte que les Français qui habitent les quartiers nord de Marseille, mais surtout peut-être, ou en tout cas, je dirais pas surtout, mais en tout cas avec une sensibilité comorienne, faire en sorte que, où qu'ils soient à Marseille, ils aient les mêmes chances, les mêmes devoirs évidemment, mais surtout les mêmes droits. Et ça c'est extrêmement important quand on est à Marseille, quand on est un jeune comorien de Marseille, de pouvoir se dire que la couleur de peau n'a pas d'importance, le nom n'a pas d'importance. Ça c'est mon boulot, de faire en sorte qu'il puisse accéder à des postes à responsabilité s'il le veut et s'il le peut, et faire en sorte qu'il ait un avenir, que le champ des possibles soit le plus ouvert possible. Et pour terminer, les 150 millions d'euros d'aide au développement pour les Comores. Si le budget de l'aide au développement a été multiplié par 10, et ça l'a été dès 2018, là aussi c'est pas un hasard. Je suis élu en 2017, et en 2018, premier budget qu'on vote, le budget de l'État comorien, enfin de l'aide au développement pour les Comores est multiplié par 10. C'est le résultat évidemment du travail que j'ai pu faire avec le président de la République et ses équipes pour dire qu'il faut augmenter l'aide au développement, il faut aider ce pays pour faire en sorte qu'on ait le moins possible de personnes qui meurent entre Anjouan et Mayotte. Et développer l'économie aux Comores, c'est permettre justement à ce que des jeunes ou des moins jeunes ne se sentent pas obligés de partir pour réussir leur vie. Donc ça aussi, c'est ce qui permet aussi à terme de soulager les familles qui sont en France, parce qu'aujourd'hui ce sont les Français d'origine comorienne qui soutiennent beaucoup leurs familles ici. Et donc plus le pays ira mieux, moins les Comoriens auront besoin de cette aide familiale qui est aujourd'hui indispensable pour la survie de beaucoup de Comoriens ici. Et donc c'est en ça aussi qu'on peut aider les Comoriens de France tout en aidant les Comoriens ici. En parlant de ça, pas un seul jour, monsieur le député, sans que des jeunes Comoriens traversent la mer pour l'Europe. Est-ce que, je pense qu'il y a une influence, une part d'influence de la part de la communauté de la diaspora comorienne en France, car la majorité de ces jeunes-là, c'est des jeunes qui vont réussir, qui vont recevoir, excusez-moi, des fonds de la part de leur famille en Europe pour pouvoir financer ces voyages-là en mer qui sont quand même bien dangereux. Qu'en dites-vous par rapport à cette influence de la part de la diaspora? Je ne suis pas sûr, honnêtement, là-dessus je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas certain que ce soit la diaspora qui incite à ce que des jeunes prennent la mer pour venir en Europe. Je pense même que c'est plutôt le contraire, et quand on demande à quelqu'un de la diaspora s'il pense que c'est une bonne idée que quelqu'un de sa famille prenne la mer pour venir en Europe, moi je connais personne, et j'en ai interrogé quelques-uns, et moi le premier, je connais personne qui dira oui c'est une bonne idée, il faut passer par la mer. Moi je pense que ce qui pose problème, c'est en fait une crise de l'espoir. Voilà. Il n'y a pas pire si vous voulez quand vous êtes jeune et que vous vous dites que demain sera pire qu'aujourd'hui. À 20 ans, c'est l'âge où vous avez des projets, où vous avez des rêves, parfois des rêves fous. Je veux devenir Obama, je veux devenir Zidane, je veux devenir astronaute, je veux devenir etc. Sauf que dans un pays comme les Comores aujourd'hui, et malheureusement, et ça je le dis à la fois aux autorités comoriennes et aussi à la France qui essaie d'aider les Comores, cet espoir, j'ai du mal à le voir. Et je sens quand même auprès de la jeunesse le sentiment que quoi qu'il fasse, ce sera très compliqué, sauf si on a des appuis, etc., de pouvoir réussir dans le pays. Et donc je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Et il faut balayer devant sa porte, y compris côté français, pour dire quelles sont les conditions à mettre en place pour qu'un jeune aujourd'hui se dise il est possible pour moi d'évoluer dans mon pays. Ce sera difficile, je ne vais pas dire que ce sera simple, mais c'est possible. Et aujourd'hui, les jeunes que je vois, et j'en vois quand même beaucoup, que ce soit chez moi ou ailleurs, ils ne se disent pas que c'est possible. Ils ne se disent pas que c'est possible. Et c'est ça, à mon avis, qui alimente le fait que des jeunes prennent la mer. C'est pas tant le fait qu'il y ait des diasporas, etc. C'est vraiment, à mon avis, ce manque d'espoir dans ce pays qui fait que... Alors du coup, quand ils prennent la mer, ils vont où? Ils vont là où ils connaissent du monde. Et donc naturellement, ils vont aller en France, en Europe, etc. Ou en tout cas, ils vont essayer de rejoindre l'Europe, Marseille, Paris, Lyon, etc. Mais je ne pense pas, honnêtement, très honnêtement, que ce soit la diaspora qui incite les jeunes à prendre la mer. En parlant d'appui, puisque vous l'avez souligné tout à l'heure, la France, oui, appuie à plusieurs reprises les Comores par des fonds de développement.
Par contre, le constat est que la France finance pour ensuite reprendre une grosse part de leur financement en apportant leur expertise, sachant que maintenant, il y a quand même du changement, il y a quand même des jeunes comoriens qui vont quand même loin dans leurs études, qui ont quand même les compétences de faire ce qu'eux, ils peuvent venir faire ici aujourd'hui. Donc, est-ce que réellement, est-ce que c'est pas un moyen de donner par la main droite et reprendre par la main gauche? Ça, c'est peut-être ce qui s'est passé dans le passé, mais ça concerne parler des Français, mais je pourrais dire la même chose des Chinois. Moi, je me souviens de l'époque où il y avait une construction à Moroni, des Chinois qui, je ne citerai pas le bâtiment, etc., mais on mettait un mur ou des draps, etc., pour pas que les Comoriens voient comment est-ce que le bâtiment a été construit, parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils apprennent, etc. Donc je pense que ce que vous dites là concerne beaucoup de pays, et je tiens à vous rassurer sur le fait qu'aujourd'hui, si vous regardez le programme de développement France-Comores, l'une des priorités, c'est justement la mobilisation de cette expertise de la diaspora. On va financer la création d'un fichier de tous ceux qui, dans le monde d'origine comorienne, tous ceux qui peuvent apporter les compétences dans ce pays. J'en ai parlé encore au président de la Chambre de commerce aussi, parce qu'on parle des expertises peut-être côté gouvernement ou côté ministère ou service public. Il y a aussi l'expertise dans le monde de l'entreprise, avoir des gens très qualifiés, bien qualifiés, pour aider les entrepreneurs comoriens ici, c'est aussi une demande. Donc ça, c'est quelque chose qui, je vous rejoins complètement, c'est quelque chose qui est une nécessité, parce que je pense qu'au bout du bout, il y a que les Comoriens qui aideront les Comores. Par contre, les autres pays, les pays amis, peuvent appuyer, mais ceux qui vraiment vont faire que les Comores se développeront, ce seront les Comoriens. On n'est plus dans la France-Afrique. Ce n'est pas à la France de décider comment le développement des Comores doit se faire. Ni à la Chine, ni à la Russie, ni à d'autres pays de ce type. C'est aux Comoriens de le décider. Et c'est aux Comoriens de venir aider les Comores et les Comoriens. Et donc, les pays comme la France doivent venir en appui de tout ce que les Comoriens veulent faire dans ce pays. Et si ces Comoriens sont des Comoriens de la diaspora, il faut aider les Comoriens de la diaspora à venir ici. Vous le savez, je suis aussi ici pour la signature de la convention entre la Chambre de commerce franco-comorienne et l'UCCIA. Ce sera un pont économique entre la diaspora et les Comores. La plateforme des compétences ou des gens qui ont des compétences à apporter aux Comores, ce sera aussi un pont d'expertise entre la France et les Comores. Et donc l'idée, c'est justement de faire en sorte que ceux qui veulent aider les Comores, qu'ils soient d'origine comorienne ou pas, mais d'abord ceux qui sont d'origine comorienne, puissent le faire. Et c'est ce que prévoit de financer la France. En parlant de ça, M. Saïd Hamada, depuis, on le sait bien que vous êtes aujourd'hui le premier noir à être à ce poste-là, mais est-ce qu'avant ça, de Marseille, oui. Donc avant ça, les Comoriens, je parle plus précisément de la communauté comorienne, on avait toujours tendance à ne pas peut-être viser plus haut qu'on pouvait. On avait tendance à chercher des petits travails, peut-être au restaurant ou des petits travails de bricole. Donc, est-ce que depuis que vous êtes à cette position, il y a eu des Comoriens ou des Africains qui ont commencé à viser un peu plus haut, à peut-être essayer d'entreprendre, ou à peut-être essayer de faire quelque chose de plus haut auparavant? Je pense que vous avez une idée qui est un peu vieille de la communauté comorienne en France. En tout cas, qui n'est pas celle qu'on a aujourd'hui. Ce dont vous parlez, ce sont les premières générations de Comoriens qui ont fait avec les moyens qu'ils avaient, et c'est la génération de mon père, etc., qui sont allés prendre les travaux qu'ils pouvaient prendre parce qu'ils n'avaient pas le niveau d'instruction nécessaire, et donc ont été plongeurs, ont été marins, ont été... Aujourd'hui, les nouvelles générations sont des gens qui sont extrêmement bien instruits. On a, au sein de la communauté comorienne, l'un des meilleurs taux de réussite au bac, dans des quartiers très difficiles. On a des gens qui réussissent très bien dans leur vie. Vous avez des architectes, vous avez des médecins, vous avez des chirurgiens, vous avez des magistrats, vous avez des avocats, vous avez des députés, vous avez d'autres élus, voilà. Et donc il y a aujourd'hui vraiment, et moi je suis surpris tous les jours de découvrir le nombre de Français d'origine comorienne qui sont à des postes à responsabilité. Il y en a beaucoup, et ils ne m'ont pas attendu. Moi pourquoi on me voit? Parce que je suis un personnage public. C'est la vocation d'un député d'être un personnage public. Mais moi je suis la partie émergée de l'iceberg. Mais derrière tout ça, vous avez énormément de personnes qui, comme moi, réussissent et réussissent très bien.
Et donc moi ce que je peux vous dire, c'est que ce que vous dites sur est-ce que ça a permis de développer, en tout cas aux Comoriens, d'aller sur des nouveaux passes, etc. C'était déjà un mouvement qui était enclenché. Moi je suis l'une des conséquences de ce mouvement. Et ce mouvement, il a lieu dans le monde économique, politique, etc. Par contre, là où vous avez raison, c'est que on devrait en avoir plus. Et ça ne dépend pas que de nous. Il y a aussi cette question de, du racisme ou oui, c'est ça, du racisme, des discriminations qui font qu'on soit comorien ou pas, si on est différent, c'est plus difficile que lorsqu'on rentre dans le moule et qu'on correspond à peu près à ce que les Français veulent voir, ont l'habitude de voir, etc. Et donc le fait d'être député, d'être un personnage public, ça peut faire baisser les barrières. Parce que les gens ont vu, et notamment ceux qui connaissaient la communauté comorienne, mais peut-être d'un peu loin, ont vu que les Comoriens pouvaient réussir, et y compris en politique, et y compris en envoyant le premier nord de Marseille à l'Assemblée nationale. Et donc ça permet de faire tomber des barrières, mais faire tomber des barrières pour des personnes qui avaient déjà les compétences, et peut-être leur permettre d'aller un peu plus loin que s'il n'y avait pas eu un député élu. Mais ils y seraient arrivés quand même, peut-être en prenant plus de temps, mais moi je suis persuadé qu'ils auraient aussi réussi. Est-ce que vous avez des Comoriens que vous avez pu impacter ou influencer à rentrer dans la politique en France ? Oui, il y en a quelques-uns qui sont entrés à La République En Marche ou qui ont commencé à faire de la politique parce que j'en faisais. Moi je me souviens aussi de jeunes, de très jeunes, c'était il y a un an et demi, qui sortaient du Chioni et qui du coup m'ont vu, on s'est présenté, on a discuté, etc. Et j'ai senti qu'il y avait quelque chose dans leurs yeux, là, ou en tout cas quelque chose qui s'était passé. Parce que comme je le disais tout à l'heure, ils se sont dit, en fait c'est possible. Parce qu'en fait il se trouve que ce jeune-là habitait là où moi j'habitais quand j'étais à Félix-Piat, un des quartiers nord de Marseille, dans exactement le même appartement. Et du coup c'était facile pour lui de se projeter. On était dans le même appartement, il va aujourd'hui dans la même école dans laquelle j'étais. Moi je suis député, lui aujourd'hui il a 12 ans, il se dit oui c'est possible, et c'est vrai qu'il n'y a pas suffisamment d'exemples de réussite, mais ça vaut pour toutes les communautés. La France a un problème avec la diversité, il faut dire clairement les choses. Même le fait d'avoir un accent, pour des Français lambda, le fait d'avoir un accent peut être un problème. Quand je vois les commentaires qu'il y a sur le Premier ministre aujourd'hui, Jean Castex, parce qu'il vient d'une ville où il y a des accents, quand je vois qu'aucun présentateur télé aujourd'hui n'a un accent, alors qu'on sait qu'en France il y a des accents du nord, de l'est, de l'ouest, etc., je me pose des questions sur la diversité en France. Mais ça c'est une question générale, et donc si je peux aider aussi à ce que les choses avancent, on le fera, mais c'est un chemin et on n'est pas arrivé au bout. Voilà. Votre mandat prend fin cette année en juin. Quels sont vos projets à venir ? Le projet c'est de continuer à être député. Parce que, vous savez, moi j'étais un jeune député, j'avais pas les codes, personne n'avait été député avant moi pour me montrer ce que c'était qu'être député. Donc il a fallu du temps quand même pour apprendre, et pour commencer à peser sur la décision, etc. Et donc aujourd'hui, parce qu'avant, si vous voulez, pour être député, il fallait avoir fait 20 ans, 25 ans, pour pas dire plus de politique, avoir gravi tous les échelons, prendre des postes politiques en mairie, en région, en département, batailler au sein de son parti, etc. Et puis vous devenez député. Et donc vous devenez député à un moment où du coup vous avez déjà les codes, et vous avez surtout des personnes avant vous qui vous ont montré ce que c'était qu'être député, etc. Moi il n'y en a pas eu, il n'y en a jamais eu. Donc j'étais le premier, et donc du coup il a fallu apprendre tout seul ce que c'est qu'être député. Et ça prend du temps, et aujourd'hui je peux dire que j'ai appris et que les codes je les connais. Et donc j'ai envie d'avoir encore un mandat supplémentaire. Il n'y en aura pas 3, je vous le dis tout de suite, il n'y en aura que 2, si j'arrive à être réélu, pour justement optimiser ou utiliser tout ce que j'ai appris pour être opérationnel tout de suite, et utiliser les 5 années vraiment pour aller encore plus loin que ce que j'ai pu faire ces 5 dernières années. Est-ce que depuis que vous étiez à cette place-là, vous avez déjà été aux Comores, ou c'est la première fois ? Oui, j'étais là il y a 2 ans et demi, 3 ans. 2 ans et demi. Est-ce que votre venue aux Comores aujourd'hui serait un moyen, est-ce que ça serait aussi un moyen de faire des campagnes pour votre réélection, vu que, comme vous l'avez si bien précisé, la diaspora comorienne a quand même joué un rôle dans votre élection ? Je ne sais pas si ça peut aider, ça peut peut-être aider côté communauté comorienne, mais je ne suis pas sûr que ça m'aide pour les autres communautés qui vont dire pourquoi est-ce qu'il va aux Comores, il travaille que pour les Comoriens et peut-être pas pour les autres. Parce
qu'il y a aussi cette réaction qui peut arriver. À Marseille, il y a beaucoup de communautés. Il y a la communauté comorienne, mais il y en a aussi beaucoup, algérienne, tunisienne, marocaine, arménienne, italienne, espagnole, les Corses, etc. C'est tout ça qui m'ont élu aussi. Et donc je ne suis pas sûr que ça m'aide très honnêtement électoralement. Par contre, moi ce que je souhaitais absolument faire, parce que j'étais à l'initiative de ces 150 millions aussi, qui ont été votés à l'Assemblée nationale dans le budget de l'État pour aider ce pays, je voulais, avant la fin de mon mandat, venir voir quelles étaient les réalisations de ces 150 millions, booster un peu pour que ça aille plus vite, parce que tout le monde veut que ça aille plus vite, et moi le premier. Plus vite ça ira, mieux ce sera pour les Comoriens. Et puis, cette chambre de commerce franco-comorienne, qui est à mon avis un point économique extrêmement important. Moi, c'est un peu mon bébé, je l'avais créé il y a quelques années, et je tenais du coup, avant de terminer, à le relancer dans de bonnes conditions, et en faire en sorte que ça parte dans de bonnes conditions, avec le soutien d'un maximum de personnes. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Est-ce que ça me servira électoralement? Je ne sais pas, mais vous savez, si j'avais fonctionné en me posant la question à chaque fois que je faisais quelque chose, est-ce que ce sera bon pour moi électoralement? J'aurais pas fait grand-chose. Moi, je fonctionne en me disant, est-ce que ce sera utile pour ceux que j'ai envie d'aider ou de servir, voilà, qu'ils soient à Marseille ou qu'ils soient ici. Et il se trouve qu'en travaillant ici, un peu comme je vous l'ai expliqué, on travaille indirectement aussi pour ceux qui sont là-bas et vice-versa. Et donc moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et j'espère que ça me servira électoralement, mais honnêtement, ce n'était pas l'ambition de ce voyage. Est-ce qu'on peut espérer voir Saïd Hamada un jour politicien aux Comores? Joker. Vous ne voulez pas en dire plus? Non, parce que... Est-ce que c'est possible? Moi, si vous voulez, je choisis mes engagements en fonction de l'endroit où je peux être le plus utile. Donc, on verra si je peux être utile à un moment donné ou pas. Aujourd'hui, c'est vraiment pas d'actualité. Je ne sais pas si ça le sera un jour, parce que c'est vrai que moi, j'ai changé de vie souvent. C'est pas exclu, mais c'est pas d'actualité, et c'est uniquement si je sens que je peux être utile. Mais moi je dis, ceux qui veulent faire de la politique aux Comores, parce que j'en vois, y compris dans la diaspora, et c'est très bien d'ailleurs. Il y en a qui veulent participer économiquement, il y en a qui veulent participer politiquement. Je leur dis, venez aux Comores. Il faut vivre aux Comores pour faire de la politique aux Comores, à mon avis. Mais après, chacun choisit son parcours. Mais je pense que il faut vivre au quotidien ici, sentir les choses, vivre la même chose que ce que vivent les Comoriens, pour essayer après éventuellement de faire de la politique. Donc vraiment, c'est pas d'actualité. Pour en finir avec ce volet politique, vu qu'on parle de la politique aux Comores, il y a quand même il y a la diaspora qui font pas mal de temps des manifestations aux Comores pour soi-disant la paix ou la bonne gouvernance aux Comores. Qu'en dites-vous de ces multiples manifestations? Moi, je suis pour, évidemment, que tout le monde s'exprime. Oui. Enfin, j'ai aucun problème avec les manifestations. Il faut qu'ils manifestent s'ils estiment qu'il faut manifester. Enfin, moi, je suis un démocrate, je suis un député de la République. On a dans la Constitution française cette faculté, justement, de pouvoir parler, dire ce qu'on veut. Et donc, il faut l'utiliser, le droit de grève, le droit de manifester, la liberté d'expression, c'est extrêmement, extrêmement important. Et donc, il faut qu'ils le fassent. Et de la même manière, moi quand je suis ici, que je rencontre le président de l'Assemblée nationale, que je rencontre le ministre, que je rencontre le président Azali, que je rencontre les forces d'opposition et de la mouvance, parce que j'ai rencontré justement tout le monde et j'essaie de le faire à chaque fois que je viens. En tout cas les 2 fois où je suis venu, parce qu'avant ça je n'étais pas député, je leur dis, moi je suis absolument, je tiens à ce que tout le monde puisse s'exprimer, et je dis à tout le monde, il faut favoriser ce dialogue. Vous savez, vous ne pouvez pas avoir de pouvoir sans contre-pouvoir. Vous ne pouvez pas avoir de majorité sans opposition. Et donc quand on a compris ça, je pense qu'on commence à faire de la politique. Et donc il faut que tout le monde s'exprime avec ses avis, ses différences, etc. Et moi je l'encourage et je l'encouragerai toujours. Dois-je comprendre que vous êtes pour le dialogue intercomorien prôné par le chef de l'État? Je suis pour que tout le monde dialogue, c'est la meilleure manière de... Moi j'avais dit ça déjà au président de l'Assemblée nationale quand je l'ai vu. Le premier endroit où normalement on dialogue, c'est l'Assemblée nationale, puisque vous avez le représentant du peuple. Ça c'est le premier endroit. Mais plus il y aura d'endroits où ce sera inclusif, mieux ce sera. Et moi évidemment, je soutiens tout dialogue, tout possible et imaginable. Et quand j'ai rencontré l'opposition, ils ne sont pas non plus opposés sur le principe du dialogue.
Personne Ah bon? d'ailleurs dans ce pays est opposé sur le principe de dialoguer. Pourtant, Ils posent certains d'entre eux. Ce qu'ils disent, c'est qu'ils posent des préalables. C'est-à-dire qu'ils D'accord. veulent que certaines conditions soient remplies pour pouvoir dialoguer. Mais ils ont pas, en tout cas, ils ne m'ont pas dit à moi, je ne sais pas s'ils l'ont dit ici, mais ils ne m'ont pas dit à moi, il est hors de question de dialoguer. Ce qu'ils disent, c'est qu'on veut des conditions avant de pouvoir dialoguer, ce qui n'est pas la même chose. Donc moi, j'ai vu personne ici qui est opposé au dialogue. Et d'ailleurs, je vous le dis, honnêtement, on est dans un pays, on a 800 000 habitants. C'est beaucoup et pas grand-chose en même temps. C'est la taille de Marseille. 800 000 habitants, c'est la population de Marseille. Donc ceux que vous avez aujourd'hui dans l'opposition seront demain à la majorité. Ceux qui sont dans la majorité seront demain à l'opposition. Et tout ça tourne. Et en plus, si vous rajoutez à ça le fait que souvent ce sont les mêmes familles ou des gens qui se connaissent, qui sont cousins, tout le monde se connaît dans ce pays. Donc on ne peut pas diriger les Comores sans dialoguer. Ça n'existe pas. Et donc tous ceux qui pousseront au dialogue, moi je serai évidemment pour qu'ils le fassent. Ce que j'ai dit aussi au président Azali. Et je pense même que la diaspora doit participer à ce dialogue. Parce qu'elle fait partie aussi de la pluralité de ceux qui peuvent ou doivent s'exprimer aux Comores. Et c'est le premier bailleur de fonds des Comores depuis que les Comores existent. Enfin, depuis en tout cas qu'il y a une diaspora à l'extérieur. Et donc oui, il faut que les gens dialoguent. Moi je suis pour que les gens se parlent. Parlons dans notre sujet d'actualité, qui n'est autre que la CAN. Vous savez que les Comores ont battu le Ghana 3,2. Et cela compte, c'était aussi notre première fois à la CAN. Mais aussi à savoir que l'équipe est constituée majoritairement des membres de la diaspora, des franco-comoriens, y compris notamment Ben Bwana, qui a été élu homme du match. Quelles sont vos impressions par rapport à ça? C'est une grande fierté. Moi j'ai mon cousin d'ailleurs qui fait partie, ici on dirait mon frère parce qu'on a la même grand-mère, qui fait partie de l'équipe justement de l'encadrement. On suit cette équipe depuis très longtemps. Les Marseillais de manière générale suivent cette équipe depuis très longtemps et moi le premier. Et ça fait, même en parlant déjà, c'est émouvant de voir le parcours en fait. Il est extraordinaire ce parcours. Cette équipe, elle n'existait pas il y a encore quelques années. Elle n'existait pas. Ce pays, 800 000 habitants, va battre le Ghana. Ça me met des... C'est puissant parce que c'est d'abord un bon exemple de ce que la France et les Comores peuvent faire. C'est le meilleur de ces deux pays qu'on a eu au ballon. Et moi, j'aimerais qu'on ait le meilleur de ces deux pays dans tous les domaines. Et ça fait rêver énormément de personnes. Et je peux vous dire que les Comores, depuis qu'ils ont gagné ce match contre le Ghana, moi j'ai des appels d'amis africains, etc. On est passé dans une autre catégorie, dans un autre monde. Dans un autre monde, battre le Ghana, mais personne n'y croyait. Personne n'y croyait. C'est le petit poussé qui a battu, mais le Goliath. C'est énorme ce qui est en train de se passer. Et moi, je voudrais vraiment dire aux membres de cette équipe, parce que si on refait l'histoire aujourd'hui, on a le point d'arrivée. Le point de départ, quand même, ça a été d'aller demander à des Français d'origine comorienne qui jouent au ballon d'intégrer une équipe qui n'existait pas, alors que peut-être certains d'entre eux auraient pu entrer en équipe de France, et de parier sur l'avenir. De dire, je vais m'engager dans une équipe qui n'avait pas de moyens. Il n'y avait pas la FIFA à l'époque. C'est les Comoriens de Marseille qui ont financé le démarrage de l'équipe avec aussi des moyens des Comores. On a démarré avec rien du tout. Et ils ont cru dans ça. Et c'est devenu une équipe extraordinaire. Donc c'est... ça fait rêver. Non, ça fait rêver, ouais. Si vous avez un mot à dire au public? D'abord, je voudrais commencer par remercier SMM Comores qui me permet de m'exprimer devant vous et de vous dire d'abord que je suis content d'être au Comores parce qu'en France il fait froid et ici il fait chaud. Ensuite, de manière plus sérieuse, vous dire qu'on a la chance d'être présent, j'allais dire, émotionnellement et dans le cœur dans deux pays, et ça c'est une richesse. C'est une richesse pour les Comores, c'est une richesse pour la France aussi. Et les Sélacantes l'ont montré lorsque deux pays collaborent et mettent j'allais dire, en union leurs compétences ou des gens qui sont compétents, il y a des réussites. Et j'aimerais que justement les Sélacantes soient l'exemple qu'il faut suivre en matière économique, en matière sociale, pourquoi pas demain en matière politique, pour faire en sorte que tout simplement il y ait du gagnant-gagnant à la fois en France et ici. La Chambre de commerce franco-comorienne qui a été lancée à Marseille et qui a aujourd'hui une convention avec le CCIA sera un pont économique. Il y aura d'autres ponts qui seront créés, notamment avec une plateforme qui va recenser toutes les compétences
qu'il y a aujourd'hui à l'extérieur. Et je suis persuadé que si les Comoriens de France vont bien, les Comores iront bien et vice-versa. Et donc moi j'appelle tout le monde à évidemment regarder ce qui se passe ici, que ceux qui sont ici regardent aussi ce qui se passe là-bas, et qu'ensemble on parvienne à construire une nouvelle relation France-Comores, où tout le monde se sentira à l'aise, mais où surtout tout le monde pourra bénéficier de cette coopération, de cette nouvelle relance. Et je pense que c'est cette nouvelle génération qui en est capable et qui peut le faire. On est aujourd'hui au XXIe siècle, il serait temps justement qu'ensemble on entre au XXIe siècle, aux Comores, comme en France, là où il y a une diaspora importante. Voilà, merci. C'est ici que prend fin cet entretien. Merci à vous de nous avoir suivis et merci M. Saïd Hamada d'avoir accepté notre invitation. Merci chers téléspectateurs. On se retrouve très bientôt dans un nouveau programme.